Là, il y a le... Ouais, faut enlever le mute. Bonsoir. Donc nous sommes le dimanche 3 octobre donc pour la deuxième conférence de Paris Cocktail Festival. Donc nous sommes dans les murs du Paris Event Center. Donc, et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir l'arrière-petit-fils d'un grand barman américain qui a donc écossais, voilà, pardon. C'est devenu américain. Ça commence mal, voilà. Non. Et donc qui a fondé une institution sur Paris qui est le Harris Bar, voilà. Tout donc, à fait. Donc France, présentez-vous un petit peu, voilà. Alors moi je m'appelle Franz Arthur McKellon, je suis du coup voilà le propriétaire du Harris Bar, des Harris Bar maintenant, établissement fondé en 1911. Moi, donc là on fête les 110 ans, c'est ça? Voilà, hein on fête les 110 ans et puis on fête aussi les 100 ans du Bloody Mary et du Sidecar. C'est une année assez importante pour nous, qui a vu aussi l'ouverture d'un bébé Harris Bar dans le sud de la France, dont on parlera un petit peu plus en avant. Mais voilà, pour me présenter rapidement, moi je suis né dans le bar, et dans le bar américain, dans cette tradition du bar traditionnellement inventif. Donc vous êtes de formation de barman ou Non, alors j'en ai fait une pendant mes études. J'ai fait, alors pas une mention complémentaire en bonne et due forme dans un CFA, mais j'ai été barman apprenti 2 étés de suite et pendant un vrai laps de temps. Donc j'ai quand même les repères nécessaires on peut déléguer que ce qu'on comprend et que ce qu'on a fait, donc c'est important de l'avoir fait un petit peu. Moi, j'ai une formation, j'ai fait la LSI en politique économique de l'Europe et j'ai travaillé un petit peu chez Michael Page et après j'ai travaillé avec le maire de Cannes pendant 4 ans avant d'ouvrir un nouveau Harris Bar à Cannes et de reprendre la société de façon pleine et entière, donc Paris et la marque aussi, enfin la marque Harris Bar. Donc vous êtes revenu dans l'héritage familial en fait, dans le monde du bar, voilà. Exactement, pour pouvoir y apporter ma touche et puis de pouvoir y apporter quelque chose de tangible une fois qu'on a fait un petit peu ses premières erreurs ailleurs que chez soi, quoi, c'est toujours mieux. Donc le Harris Bar, donc c'est dans Paris, rue d'Aunou, près de l'Opéra. À Opéra, voilà. exactement. Donc en fait c'était à la base c'était déjà un bar, c'est ça? Et votre arrière-grand-père là. Oui, alors c'est une période où tout est allé très vite. Juste avant la prohibition, il y a un barman qui s'appelle Clancy et qui a décidé de démonter tout un bar qui était dans l'Upper West Side à New York, à Manhattan, de démonter pièce par pièce et d'envoyer le bar outre-Atlantique. Et c'était les prémices des années folles et c'était une période où les gens étaient tout à fait friands de cocktails, notamment la communauté américaine. Il y avait énormément de diplomates américains et énormément de militaires américains, surtout un petit peu après, dans l'entre-deux-guerres et au commencement de la Première Guerre mondiale. À l'ambassade américaine, il y avait déjà énormément de dignitaires de l'armée américaine qui étaient en poste à Paris et leurs femmes voulaient boire des cocktails comme elles le buvaient. C'était déjà à la mode. Oui, voilà. C'était en plein dedans. C'était les cocktails, la scène cocktail de Chicago, de Manhattan ou même de Détroit, des villes industrielles était assez forte. Et donc toutes ces femmes de diplomates ou de militaires voulaient un endroit où se retrouver. Et cet endroit, c'est le Harris Bar qui s'appelait pas encore Harris Bar, qui s'appelait encore New York Bar à cette époque-là, où il y avait déjà Harry McKellon, qui comme plein de petits Écossais encore aujourd'hui était venu faire du bar en France et qui a fini par le reprendre. Et si vous voulez, le fait que ce soit le Harris Bar a précédé le nom Harris Bar. C'était déjà Harry le chef barman et tout le monde disait le Harris Bar. Le jockey qui s'appelait Todd Sloan était entre le meilleur client et le propriétaire, quoi. Voilà. À partir de 1923, il a complètement cédé la main et cédé le bar à mon arrière-grand-père. Alors l'histoire voudrait que ce soit
avec les fonds de sa solde de soldats britanniques après la Première Guerre mondiale. On a retrouvé en fait des prêts, des choses comme ça. Donc il a emprunté de l'argent dans des banques pour racheter ce bar. Mais ce bar a été le Harris Bar dès le début. Dès le début, c'était le bar de Harry. Donc le Harris Bar. C'était un bar américain, c'est ça? C'était un bar américain. Alors lui était écossais, de Dundee, d'une famille qui travaillait dans le textile. C'était un bar américain. Donc tous les morceaux de bois que vous voyez en haut au bar sont issus d'un bar à New York. Alors le plafond, c'est très rigolo. On en reparlera un petit peu plus en avant quand on parlera de Cannes. Mais le plafond est un plafond qui ne doit sa couleur qu'à la fumée de cigarette. C'est la nicotine et le goudron qui donnent au plafond cette couleur. Pendant le premier confinement, je passais mes journées au Harris à le nettoyer, le ranger et autres. Et j'ai eu la très mauvaise idée d'essayer de le nettoyer. Et en fait, je me suis retrouvé avec un chiffon plein de nicotine. Et en dessous, le plafond est couleur ivoire. D'accord, ah oui, c'est étonnant ça. Donc c'est rigolo, ça c'est une anecdote de plus sur cet endroit qui en recèle. Donc les caractéristiques, c'est vraiment là les drapeaux. Les fanions des universités américaines. Alors on les a toutes, parfois même en plusieurs exemplaires. Quand un exemplaire n'est pas assez visible, vous pouvez être certain qu'on le reçoit par la poste dans les 15 jours parce que la personne qui a fait cette université-là se sent déshonorée de ne pas l'avoir au Harris Bar. Donc on nous envoie des fanions de toutes les écoles américaines et de toutes les universités. Ce que vous voyez juste en dessous, c'est des blasons de Cambridge et d'Oxford, des différents collèges de Cambridge et d'Oxford. Et toute la boiserie vient du bar dans l'Upper West Side à New York. Donc c'est vraiment le seul bar américain qui existait totalement, à plein d'égards. C'est le seul bar où il y avait des Américains, c'est le seul bar à cocktail dans l'esprit américain, et c'est le seul bar dont toutes les planches et le bar vient des États-Unis directement. Et c'est rigolo parce qu'on était prédestinés à devenir américains parce que mon grand-père était écossais, mon arrière-grand-père était écossais, mon grand-père aussi du coup, et mon grand-père a épousé une américaine, donc du coup dans la famille maintenant on est américain et voilà, moi je suis de nationalité américaine aussi, donc on est devenu pleinement américain au fur et à mesure de l'histoire du Harris Bar. Donc votre arrière-grand-père, lui, c'était un grand barman, c'est ça? Oui, un grand barman passionné du bar et beaucoup dans l'innovation, ce qu'on apprend, même encore aujourd'hui dans les CFA et autrefois dans les formations de maître d'hôtel, de butler, de barman pour les palaces en Grande-Bretagne et sur la Côte d'Azur, c'était de ne jamais mélanger le grain et la grappe. Harry Mackellan a passé son temps à le faire et a passé son temps à exceller dans l'accomplissement de ces cocktails-là. On peut parler du French 75, on peut parler de plein de cocktails qu'on fait au Harris Bar. Le James Bond bien plus tard, c'était son fils, mais on mélange le grain et la grappe et on le fait avec brio. Et il a eu cette touche qui était tout à fait hétérodoxe. Alors nous, notre devise, c'est qu'on est traditionnellement inventif, c'est-à-dire qu'il y a la tradition, il y a le côté bar classique, bar à l'ancienne, mais on continue à inventer. Donc l'inventivité est classique chez nous, on est traditionnellement inventif. Lui avait ce côté aussi hétérodoxe dans son aspect classique. Il savait faire les classiques, il savait très bien répondre à la demande d'un client comme on le fait encore aujourd'hui, mais il le faisait parfois en faisant des twists et en allant chercher des choses même qu'on n'aurait pas pu imaginer à l'époque, quoi. Alors justement, le Harris Bar, c'est un lieu où est né des grands classiques du cocktail aujourd'hui. Donc le premier cocktail aujourd'hui qui fait partie du répertoire de la mixologie, c'est lequel, le premier cocktail? Le premier cocktail, en fait, un des classiques. Le Harris Bar, c'est vraiment le lieu où est né certains grands classiques. Alors, le premier... chronologiquement, c'est le Bloody Mary. Bloody Mary 1920, certains disent 1921, mais c'est 1920. Fernand Petiot, dans un article de Newsweek de 1967, dit « The place was Harris New York Bar in the year 1920 ». Donc on aurait dû faire les 100 ans l'année dernière, mais on le fait cette année. Donc voilà, le Bloody Mary avec vraiment cette envie de travailler un produit qui était extrêmement nouveau, qui était le jus de tomate qu'on trouvait très peu en France à l'époque et que les barman de Harris soit confectionnaient eux-mêmes, soit achetaient dans des boîtes et c'était assez compliqué pour mon grand-père de s'en procurer. Donc il y avait l'aspect novateur de ça. Après, la même année, il y a eu le sidecar. Alors le sidecar qui
qui est vraiment... un classique du cognac, hein. Qui est un classique du cognac. Un classique du cognac et qui était le premier d'un cocktail qu'on a passé notre temps à réinventer, génération après génération au Harris Bar, et qui a passé son temps à être des classiques. Vous avez le Sidecar, après vous avez le White Lady, après vous avez le Blue Lagoon. Et à chaque fois c'est la même chose, mais avec des alcools de base soit différents, soit avec une énergie différente dans ce cocktail et dans ce qu'on y cherchait. Mais toujours le short drink qu'on a réinventé génération après génération. Donc voilà, 1920-1921, Bloody Mary, Sidecar. Donc le Sidecar, on rappelle les ingrédients sur le Sidecar. Alors cognac, Cointreau, citron. Alors au tout début c'était 7 centilitres. Dans les cocktails étaient beaucoup moins garnis qu'aujourd'hui, enfin beaucoup moins gros qu'aujourd'hui. Quand vous voyez les photos que vous voyez d'ailleurs dans le livre que nous avons ici, c'était des mesures différentes. Aujourd'hui c'est les mesures que l'on connaît. Mais voilà, c'est le cocktail au cognac, un cocktail qui a un succès. Qui a un succès incroyable que je vois partout. Cet été, là, pendant le Festival de Cannes, j'étais invité par mon ami Emmanuel Balestra à me rendre sur la terrasse barman, du Majestic. Ouais. Sur la terrasse du Majestic, alors il y avait le propriétaire il y avait les propriétaires de beaucoup de maisons de cognac et on a parlé de ça. Et en fait, le cocktail a 100 ans et on est encore en plein Festival de Cannes d'avoir une émulation autour de ça. Et l'émulation, elle était véritable. Les gens étaient intéressés. C'était pas que des gens passionnés par les spiritueux ou le cocktail et qui écoutaient ça. Donc c'était intéressant. Et dans mon affaire de Cannes, comme celle de Paris. Alors celle de Paris, on peut se dire c'est normal, c'est là où ça a été inventé. Mais dans l'affaire de Cannes, le Sidecar cartonne auprès de jeunes, auprès de femmes, c'est pas. Et pourquoi parce que c'est un bon cocktail et qui à mon avis est compliqué à réussir en plus. Et qui est compliqué, qui est très facile à rater en fait. Oui, c'est comme le dry, c'est comme tous ces cocktails qui ont l'air simples au niveau de leur fiche technique. C'est l'exécution, c'est le shake, c'est la dilution, c'est plein de choses qui changent l'expérience qu'on peut en avoir. Et quand il est fait de façon conforme et régulière, c'est un grand succet. Je vois s'il y a une photo de cocktail. Voilà. Ouais, il est là, voilà. Il est à côté du livre ABC, à côté. Voilà. Donc le Sidecar 1921, donc ce White Lady. White Lady, Sidecar. Après, il y a la petite anecdote du Curaçao qui est quand même assez rigolote, qu'on n'en finit plus de raconter, mais qui est toujours sympa à raconter par rapport au Blue Lagoon. Alors là, du coup, c'était la génération de mon grand-père. C'était bien après. C'était 45 ans après, plus de 45 ans après. Il a reçu le Harris Bar a toujours été connu à Paris pour acheter des stocks très importants, de stocker, faire des économies d'échelle dans les achats. C'est pas passionnant pour un client ou pour un fan de cocktail, mais dans nos négos avec les fournisseurs, c'est quelque chose qui historiquement est très connu. Et mon grand-père avait acheté une palette de Curaçao. Donc, vraiment, ça fait beaucoup de Curaçao en un coup. Et le Curaçao, on rappelle un peu ce que c'est. Du Curaçao, c'est comme un triple sec, qui n'est pas un triple sec, mais c'est un alcool d'orange assez. Qui est de couleur bleue. Non, qu'il n'était pas. D'accord. Qu'il n'était pas. Ah donc vous connaissez pas l'histoire, donc c'est non, super. Non, donc génial. Non, super. Alors à chaque fois on me dit oui, tu nous saoules avec la même histoire toujours. Jamais. Alors génial. Donc en fait donc mon grand-père commande cette palette et se retrouve avec un alcool de couleur bleue. Il n'y a aucune raison que le Curaçao soit bleu. Aucune raison. Oui, parce que c'est c'est de l'orange. Distillé. Paul Éluard n'avait pas encore écrit son petit poème La terre est bleue comme une orange. Il n'y a aucun lien entre le bleu et l'orange. Et c'était une erreur. C'était une erreur à l'époque. Avec Giffard, on a la correspondance et il y a tout un truc à faire avec eux là-dessus. À l'époque, Edith Giffard, ami de mon père. Maintenant, moi, je suis plutôt en relation avec Émilie. Mais c'est quelque chose qu'on a envie de faire ensemble. C'est un petit hommage à cette anecdote qui est complètement dingue parce que en fait, il y a un colorant qui s'est retrouvé dans ce Curaçao, qui n'apporte aucun goût, qui n'apporte pas de stabilité, qui n'était pas toxique, qui n'apporte rien. C'est vraiment un colorant qui n'a aucun intérêt négatif comme positif. Enfin, il n'y a rien de négatif ni de positif dans ce colorant, qui s'est retrouvé dans ce spiritueux, dans cette boisson. Et en bon écossais, mon grand-père s'est dit je vais pas le jeter, je vais pas le renvoyer, je vais en faire un cocktail. Et ce cocktail, c'est le Blue Lagoon. Le Blue Lagoon est commencé à être très populaire dans la rue, ensuite dans le quartier, ensuite dans Paris. Et aujourd'hui, la production de Curaçao bleu est plus importante que la production de Curaçao transparent. Donc, le Blue Lagoon, c'est quoi exactement la recette? C'est un twist en fait, c'est un twist du White Lady. Alors est-ce qu'on l'a ici? Non, parce que je l'avais donné dans le... J'aimerais bien montrer une photo en même temps. Avec le gin.
Une photo qui est assez sympa. Est-ce que c'est un cocktail qui revient à la mode? Se parler du sidecar. Alors, il est moins à la mode que le sidecar. On n'a pas. Il est moins à la mode que le sidecar, mais parce que bon, déjà la couleur bleue, c'est un bleu pétant. C'est pas un bleu c'est pas un côté gourmand, turquoise. Non, c'est un bleu pétant et c'est embêtant qu'on n'ait pas la photo. Bon, bref, c'est pas grave. Et c'est un cocktail qui est un petit peu, un côté kitsch, quand même. qui est iconique et qui est il y a le côté kitsch. Il y a Mover and Shaker qui est un truc sur Instagram qui joue beaucoup sur cette esthétique. Ils ont fait des casquettes Make Cocktail Blue Again en référence à Make America Great Again, la casquette rouge, ils font des casquettes bleues. Il y a tout, mais c'est moins quelque chose qu'on vend. Mais l'histoire est complètement dingue. Mais après, c'est vrai que sur le sidecar, il y a aussi un cocktail qui est le James Bond qui marche extrêmement bien dans notre bar de Cannes, qui est bon. Alors le cocktail de James Bond, c'est 1963. C'est une histoire qui est totalement différente et qui est beaucoup plus simple et classique dans son style. C'est à l'occasion de James Bond contre Dr No. Mon grand-père s'est dit on va faire un cocktail en l'honneur de James Bond. Parce que la petite histoire, c'est que dans For Your Eyes Only, Ian Fleming, donc le père de James Bond, celui qui a écrit les nouvelles James Bond, a fait perdre 2 choses à James Bond à la suite d'une soirée trop arrosée au Harris Bar 5 rue de Nou. Alors il l'écrit bien, c'est génial de voir ça. Il fait perdre son portefeuille et sa virginité à James Bond. Alors quand on connaît le palmarès de coureurs qu'a James Bond, c'est quand même pas mal que ça ait commencé à l'issue d'une soirée au Harris Bar. Et ce cocktail, alors j'y faisais référence tout à l'heure, c'est le mélange du grain et de la grappe. Donc il y a de la vodka, il y a du champagne, il y a de l'angostura sur un petit morceau de sucre. C'est le mélange du grain et de la grappe est quelque chose qui est pas orthodoxe dans le cocktail et qui marche très bien. Et qui est un de nos best-sellers en ce moment à Cannes. Donc c'est rigolo, il y a des cocktails classiques qui reviennent à certaines époques et aussi à la faveur de certains endroits, de certaines périodes de l'année. Des envies aussi. Des envies, des modes. Hein. On n'a jamais vendu autant de old fashion que depuis Mad Men. Quand il y a eu la série Mad Men, Don Draper, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. Don Draper. Ouais, c'est ça. Don Draper. Ouais, c'est ça. Il commande des old fashion tout le temps. Et là, on a eu des gens dans le marketing digital qui viennent et qui commandent des Français, pas des Américains, quoi. Et des Français. Ouais. Et qui commandent des old fashion à n'en plus pouvoir. Donc c'est intéressant de voir à quel point le cocktail est perméable au mob. Évolue avec le temps aussi. Et il y a le côté pervers, il y a le côté inverse. Il y a les gens qui disent mais quelle horreur le mojito. Pourquoi? Quelle horreur le mojito en fait. Je sais pas si c'est bien fait. C'est un très bon cocktail. Et ça a été la mode, ça a cartonné à la fin, dans les années 2000. Et aujourd'hui, 20 ans après, on dit que c'est mauvais parce que on l'a trouvé partout, on l'a trouvé galvaudé. Oui. Et je suis sûr que dans 10 ans, ça va être pareil pour l'old fashion. On va dire, c'est pas un cocktail, il n'y a pas assez d'ingrédients. Enfin, je sais pas. Mais les choses qu'on entend à propos de certains cocktails, où qu'on a essayé d'un peu de réhabiliter, nous, dans notre terrasse estivale, de faire des fizz et des juleps, de refaire un peu des couverts, ce qu'on peut faire avec de l'amande, du citron, des glaçons, de la glace pilée. Il y a plein de choses à faire avec des cocktails classiques ou des cocktails que les gens ont boudés. Donc c'est pour répondre à votre question, est-ce que ça marche encore? C'est un mouvement de balancier éternel. Les seules choses qui ne tombent jamais en désuétude, en tout cas chez nous, c'est le Bloody Mary, le sidecar. Le White Lady aussi. Le White Lady marche bien. White Lady, c'est un base de gin, non? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est la même chose. Hein. C'est citron. On a toujours réinventé le même cocktail avec les mêmes dosages et avec des twists en fait. Avec voilà. Le White Lady, c'était. Il y avait moins d'ingrédients aussi à l'époque. Donc il y avait moins d'ingrédients à l'époque. Oui, c'est ça. Exactement. Il y avait moins d'ingrédients à l'époque. Et il y avait moins de choix et puis c'est aussi reprendre toujours le même ouvrage et le remettre sur le métier. Et ça a été un petit peu cette façon dont la famille a toujours travaillé, de rendre hommage au cocktail des générations précédentes en faisant un twist et en faisant découvrir certaines choses avec des alcools récents. Nous, on a beaucoup joué avec ça, avec David Palanque, meilleur ouvrier de France. On va en parler pour le Harris Bar à Cannes. Voilà, on a beaucoup joué avec ça, avec le fait
aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir de nouveaux spiritueux, de nouvelles liqueurs qui arrivent, l'Italicus. Il y a 2-3 choses qui, à mon avis, vont perdurer et vont nous permettre d'inventer des cocktails, vont nous permettre d'aller surprendre sans faire du neuf avec du vieux, quoi. Et je pense que dans notre génération, ça va être un petit peu ça la différence avec l'époque. Revenons au Harris Bar à Paris. Les caractéristiques du Harris Bar, donc un bar américain, donc c'est une tenue. Donc de la blouse blanche. Ça va avec. Ouais. Ça va avec. Alors les caractéristiques du bar américain. Alors c'est les ingrédients, quand on dit bar américain, la tenue quand voilà, même. La tenue, mais dans le bar américain, dans les cocktails, quand on parle de cocktails, c'est très souvent new-yorkais en fait. C'est très souvent bar d'hiver. C'est la tenue classique du barman. C'est les seuls à Paris à avoir cette tenue là. À l'avoir toujours. Parce qu'à une époque, quand vous regardez, moi quand je regarde sur Instagram, il y a beaucoup de collectionneurs de livres, d'historiens du bar, de gens qui aiment les anciennes photos, qui repostent des photos de barman en Italie, à La Havane, un peu partout, et c'est toujours cette tenue de la veste croisée ou non, mais d'une veste officinale en fait. Il y a un côté même pharmaceutique dans cette veste blanche pour montrer la propreté, pour montrer que c'est comme une brigade de cuisine. Exactement. On allait chercher le blanc pour montrer qu'il y avait une propreté, qu'il y avait une qualité d'exécution et que la personne se changeait si jamais il y avait de la souillure sur l'uniforme. Donc voilà. Donc un waistcoat ou une veste croisée avec une cravate, une veste blanche et un tablier. Ça, c'est vraiment le grand 1, petit A de la tenue du barman américain. Aussi, c'est la musique en fait. Alors, pas de musique en haut ou de la musique live en bas. C'est-à-dire qu'au bar de Paris, en tout cas, on privilégie le spectacle vivant à la bande enregistrée. Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est pour que les gens puissent se parler quand vous rentrez. Quand vous rentrez l'après-midi, vous entendez des conversations. Il y a cette porte battante un peu saloon. Ça, c'est pendant les mois d'été ou d'automne ou de printemps. En hiver, vous avez une porte un peu vitrail avec les mouches, nos fameuses barflies, qui sont en vitrail sur cette porte. L'idée étant d'avoir cette idée de vie, de conversation, pas perturbée ni par de la musique, ni par des bruits quelconques. Donc, si vous rentrez vers 16h au Harris, vous aurez des conversations en français et en anglais avec un accent américain la plupart du temps, et des conversations plus confidentielles. Et le soir, un brouhaha harmonieux de gens d'une vie dans le bar. C'était agréable. Ouais. Et voilà. Et mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et moi ne voulions pas de musique pour justement au motif d'avoir cette émulation qui se crée autour de. C'est cette magie. Il y a l'odeur. Pour moi, le bar, ça sent un petit peu l'amande, ça sent un petit peu le citron, ça sent la mise en place. Depuis que je suis enfant, j'ai cette odeur gravée dans la mémoire. Et il y a ce bruit, il y a cette émulation. C'est unique dans Paris d'ailleurs. C'est ça. On est malheureusement, je crois, dans les derniers à faire ça, de pas avoir de musique en haut. Et je pense que c'est pour le mieux. Il y a une anecdote aussi qui est intéressante. Il y a une télé, si vous regardez bien, quand vous arrivez au bout à gauche en haut, il y a une télévision qui était là pour retransmettre la reine qui a reçu sa couronne. Le couronnement. Oui, je vais y arriver. Le couronnement de la reine Elisabeth II. Et quand quand à l'époque les générations précédentes ont vu que les gens ont arrêté de se parler pendant le moment où on retranscrivait ça, ils ont arrêté la télé. On l'a jamais réallumé depuis. D'accord. C'est l'ambiance un peu du Harris Bar. C'est drôle ça. Donc en fait le Harris Bar a toujours connu un succès pendant des décennies. Il n'y a pas eu, même quand le cocktail était moins à la mode. Quand le cocktail était moins à la mode, il y avait assez de gens qui en cherchaient à Paris pour venir chez nous. Oui, c'était le C'est-à-dire que quand le cocktail est redevenu à la mode, il a été parfois galvaudé. On allait chercher des choses qui n'étaient pas le cocktail. On allait chercher une expérience de porte, on allait chercher de la verrerie. Tout ça, c'est important, c'est bien, ça peut être intéressant. Mais la qualité d'exécution, les spiritueux utilisés, la capacité de répondre à un client. Moi, je fais tous les entretiens d'embauche et les entretiens d'embauche, y compris des apprentis, parce que l'apprenti, chez nous, on croit beaucoup à l'apprentissage. Je leur pose toujours la même question. Quelle est la différence entre un bartender
et ce qu'on a appelé un mixologue. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce qu'on voit un petit peu dans les blogs et tout ça, un mixologue. Et alors, très souvent, il y a plein de réponses qui sont très intéressantes, mais la réponse que moi j'y apporte, c'est que le bartender sait faire le cocktail, connaît ses produits, mais d'abord parle avec l'autre côté du bar. Il n'y a pas cette approche un peu autistique de faire son truc, faire ce qu'on a envie de faire, et après de le soumettre au client ou de l'imposer au client. Si on fait un truc avec de la neige carbonique, du wasabi et du gin, et que la personne n'aime pas l'amertume, le piquant, et a peur de la neige carbonique, on a raté son coup. D'abord, on va se parler, on va s'écouter, même s'il y a du temps, même s'il n'y a pas beaucoup de temps, et on va ensuite servir ce que le client veut, ou alors ce qu'on pense que le client pourrait vouloir. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui veut un diplomatico, on va peut-être lui parler, on arrivera après du Mathusalem ou autre chose, à l'amener vers autre chose qui est notre valeur ajoutée. On a 350 whisky, on a 200 autres spiritueux en référence. De toute façon, d'ailleurs, le Harris Bar, c'est l'un des plus gros bars à whisky écossais, non? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une énorme chance d'avoir un capital de départ. Un capital de départ, des Macallan 38, des Macallan 40, des choses tangibles, des choses, des vraies bases. Ce qui ne nous exempte pas de devoir chercher de nouvelles références, de devoir aujourd'hui aller un petit peu vers le sens du marché. Aujourd'hui, s'il y a des idéogrammes japonais sur un whisky, ils se vendent 2 fois mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc, même dans mon bar personnel à la maison, quand je reçois des copains qui ne sont pas forcément du métier, ils vont tout de suite vers un whisky japonais. Bon, il faut aussi aller vers ça, tout en restant fidèle à nos origines. On a été très connu pour le Highland, le Speyside, avec ce lien familial qu'on a, quand on a une famille de Dundee. J'ai encore des cousins en Écosse. On a fait nos propres whisky pour nos 100 ans, tout simplement pour avoir notre propre whisky. On a fait deux éditions, un chez Bermore, un chez Colvilla. Et aujourd'hui, voilà, on a une très belle cave de whisky écossais. On a une cave de whisky aussi ailleurs en provenance. On travaille encore beaucoup les références comme Glenfiddich, Macallan, Glenfarclas, qu'on aime beaucoup. Voilà, parce que la famille propriétaire de Glenfarclas, au-delà d'être très, très sympathique, est l'une des dernières à être propriétaire de leur distillerie. Donc on essaie de travailler avec les gens qui nous ressemblent. Et des nouvelles maisons, des nouvelles distilleries aussi, vous avez des choses aujourd'hui? Oui, on travaille avec pas mal de distilleries, même françaises. Oui, est-ce qu'il y a des whisky français d'ailleurs? Il y a du whisky français. On a une approche, il en faut pour tous les goûts, mais il faut toujours être aussi fidèle à sa personnalité. Moi, le whisky, pour moi, c'est quelque chose de fougueux, c'est quelque chose d'un peu imprévisible. C'est quand le whisky commence à être trop cognassé, à être trop élégant, trop doux, trop attendu. C'est moins ce on va conseiller, mais on peut le conseiller, on sait vendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aime pas le scotch, on peut vendre du whisky irlandais, du whisky japonais, n'importe quel type de whisky. Mais on a quand même une prédilection pour ce whisky fougueux qui ne rentre pas dans les lignes, qui a typiquement beaucoup les Highlands, beaucoup de whisky où il y a cet aspect terre, où il y a cet aspect inattendu, où on le subit, on n'est pas là à aller cocher des cases comme on pourrait le faire avec certains cognacs. C'est très agréable de le faire, j'adore le cognac, le propos n'est pas là, mais il y a des choses qui sont, je trouve, inhérents au whisky, et cette fougue en fait partie. Alors la seconde aventure, Blue Harris Bar, c'est un petit frère à Cannes. C'est ça, alors depuis qui a ouvert cet été. C'est ça, alors ça a ouvert cet été, ça a ouvert le 10 juin. La petite anecdote, c'est que avant je travaillais avec le maire de Cannes qui m'a dit je veux impérativement un Harris Bar à Cannes, donc je me suis exécuté, je suis poli. Bon, plus sérieusement, depuis 2008, il y a une chose qu'on travaille plus, c'est le cigare, qui est un pairing extraordinaire avec le cognac justement, avec le rhum aussi. Avec n'importe quel spiritueux, n'ayant plus de terrasse n'ayant pas de terrasse et n'ayant plus la possibilité de fumer à l'intérieur. Et il y a quelque chose dont on n'a jamais trop été le chantre, c'est les cocktails ensoleillés. Et il y en a des cocktails ensoleillés. Tout le sud des États-Unis avec les mint julep, avec tous les twists d'une mint julep. Avec les champagnes julep, avec tout ce qu'on n'a pas forcément envie de boire à Paris aujourd'hui, au mois de novembre ou d'octobre, on a envie de le boire sur une terrasse. Également tout l'aspect cubain. L'aspect cubain dans l'école traditionnelle du cocktail, dans le cocktail classique, vous avez le bar parisien, le bar américain. Donc nous, on est un bar américain à Paris. Et puis après, c'est la Havane.
c'est la Havane avec la Floridita, la Bodeguita del Medio, les daiquiris, les frozen, les mojitos, tous ces cocktails ensoleillés que l'on ne traite pas. Que depuis 100 ans, on ne fait pas au Harris Bar. Et on s'est dit, voilà, là c'est l'occasion. Donc on a 150 mètres carrés de terrasse. Donc je fais toujours la blague. Donc c'est près de la Croisette, c'est ça? C'est sur la Croisette, c'est au Port Canto. On est à la pointe Croisette. Le Port Canto, c'est le port de Cannes sur la pointe Croisette. Et on est face à la mer. Ouais. On est le seul bar de la Côte d'Azur à être directement face à devant l'eau, sans voiture entre les deux, sans route entre les deux. Donc voilà, donc on a voulu ouvrir avec cette idée d'avoir des cocktails ensoleillés, du pairing avec le cigare, 1 mètre carré de terrasse par année de frustration de ne pas en avoir eu à Paris, donc plus de 100 mètres carrés de terrasse, et cette idée de faire un bar ensoleillé. Le but n'était pas du tout de dupliquer celui de Paris à Cannes, ça aurait été impossible. On ne duplique pas un bar qui a 100 ans. Moi, je ne suis pas chez moi, hein, je suis chez mes ancêtres, chez mes clients, chez mes whisky, mais je suis dépositaire de tout ça, donc je ne vais pas m'amuser à essayer de le copier. Donc on a fait quelque chose qui en est l'interprétation ensoleillée. J'ai travaillé avec Samy Shams qui fait tout à Cannes et qui fait beaucoup à Dubaï, dans pas mal d'endroits. Et on est arrivé à cet endroit qui est vraiment très réussi et qui a plu même aux clients de Paris. Donc ça veut dire que le pari est plus ou moins réussi quand même. Alors et là, on travaille, ouais, dites-moi. Alors à la tête du bar, voilà. Donc voilà. C'est important de le dire quand même. Totalement. Alors à la tête du bar et même juste en dessous de la tête, on a des gens extrêmement qualifiés qui font honneur et dont on est très content de les avoir en blanc. Alors on a David Palanque qui est meilleur ouvrier de France. Le meilleur ouvrier de France, il n'y en a pas beaucoup dans la. Quelle année? Il y a 3 ans, il y a 2018, ouais. 2018 parce que c'est ça, il y a 3 ans maintenant. Donc meilleur ouvrier de France mention bar qui a fait 10 ans de Martinez et qui avant était à la closerie des Lilas, qui a cette aura de l'homme de l'art, hein, de la personne qui ce que je disais tout à l'heure, qui connaît parfaitement les produits, parce que avant de faire des cocktails, il faut connaître la différence entre un Armagnac, un cognac, savoir ce que c'est qu'un Speyside, savoir ce que c'est qu'un Islay. Enfin, c'est des prérequis. Et c'est quelqu'un qui a cette passion du métier, qui en plus connaît bien Cannes. Ça fait 10 ans qu'il est là-bas au Martinez dans un palace du coup, donc qui connaît bien la clientèle cannoise. Et puis on travaille avec dans ma brigade, j'ai 2 personnes du Carlton, une personne qu'on a formée à Paris qui est partie en Chine. Quand je vous disais qu'on était un centre de formation, c'est ça, c'est qu'on croit beaucoup aux apprentis. Et après il y a un retour sur investissement entre guillemets, parce que on peut les réembaucher, ils font rayonner la marque à l'étranger. Et à Cannes, ça a envoyé comme rue d'Ono, quoi. C'était beau à voir, parce que quand on se faisait éclater, on sortait quand même des très beaux cocktails. Et ça, on en était très heureux. Donc au niveau de la carte, on reprend les classiques du Harris Bar, c'est ça? Oui, alors il nous a fait une très très belle carte, hein, David. C'est-à-dire qu'on a les Invented at Harry's, donc qui reprend un petit peu ce que l'on a. Voilà, ça c'est repris de la carte, hein, la typographie que vous avez là. Donc on a bien entendu un onglet pour que les gens puissent commander et voir et le dosage et le prix d'un cocktail traditionnel du Harris. Après, il y a une très belle carte de cocktail estival que David nous a pondu pour cette année. Et ça a cartonné. Par exemple, pour donner un petit peu un avant-goût. Il y en a pas mal. Il y a un tiki qui marche très bien, qui s'appelle le Aloha Tiki, qui est avec du rhum cubain. Donc, vous savez lequel c'est, avec du fruit de la passion, un peu de bitter. C'est un long drink qui est dans un verre à tiki. Il y a la Cupo Santo aussi, c'est l'hymne de la Provence, la Cupo Santo avec du rhum également. On a fait beaucoup de cocktails au champagne qui marchent, les élégances, c'est pas la même clientèle par rapport au Harris Bar. C'est pas la même clientèle. Alors même si c'est la même clientèle, parce qu'on a aussi la même clientèle, ne boit pas la même chose. C'est-à-dire que ce que vous buvez rue d'Onou avec un trench sur le dos, c'est pas la même chose que ce que vous buvez en petit polo manche courte sur la Croisette en août. Et quand vous avez envie de boire un Sazerac à Paris, vous avez envie de boire un Minjulep à Cannes. Donc ça peut être la même clientèle, mais c'est pas la même façon de boire. On a beaucoup plus de femmes et de femmes très jeunes, parce qu'on a une clientèle, on a vraiment une très belle clientèle dans les 2 établissements, mais à Cannes on a tapé exactement ce qu'on voulait pour Cannes, c'est-à-dire une clientèle internationale, jeune, féminine, masculine, les 2. Le champagne plaît beaucoup, les cocktails au champagne plaît beaucoup, et les créations aussi. On fait des punch bowls, on fait des animations en salle scéniques avec de la fumée, avec des scintillants, avec des fruits déshydratés. On a beaucoup travaillé.
aussi avec des confrères, des gens comme Christophe Davoine, aussi meilleur ouvrier de France, qui est venu présenter le Gin Roku, qui a fait un guest bartending à Cannes qui a cartonné. On va en avoir d'autres oui, ça pour la fin de amène saison. une seconde jeunesse au Harris Bar. C'est ça amène oui, une seconde ou même une troisième ou une quatrième jeunesse. Chaque génération apportera à un moment de sa vie sa jeunesse à l'établissement, tout en gardant ce côté traditionnellement inventif, ce côté classique. Et est-ce qu'il y aura un Harris Bar ailleurs, en Bretagne Ouais, ou, non, alors en France, je pense qu'on va se calmer, mais j'ai un projet dont je peux pas parler tout de suite, mais à l'étranger. Ouais, voilà. D'accord. Et alors donc, comme c'est l'anniversaire du Harris Bar les 110 ans, donc c'est l'anniversaire aussi les 100 ans de plusieurs cocktails. Exactement. Je suppose qu'il va y avoir des événements d'ici la fin de l'année, là. Alors le 16 et 17 décembre, on va avoir deux très gros événements au Harris où des barman du monde entier qu'on invite en guest à Paris sur ce comptoir pourront rendre hommage à ces deux cocktails. Alors un soir Bloody Mary, le premier, le 16, et le 17, un soir pour le sidecar. Ils viendront alors d'abord rendre hommage à ce cocktail en le produisant tel quel, et ensuite en y amener un petit peu un twist, un peu comme deux sets de DJ, back to back, qui eux ils feraient on peut avoir leur quelques version. noms un petit peu en avant-première. Alors il y a des noms qui ont été confirmés. Il y a Christophe Davoine, il y a Emmanuel Balestra, il y a David Palanque, Rémi Savage m'a dit qu'il était chaud aussi. Donc on a quand même une belle brochette. Ouais, une belle brochette pour l'instant. Ça c'est ceux qui seront localement en chair et en os, et on en aura aussi en vidéo qui vont nous suivre à ce moment-là. Pareil, des très beaux noms. D'accord, c'est une bonne initiative. Et je voulais quand même parler du livre qu'on de trouve notre encore. livre, qu'on avait sorti pour nos 100 ans, donc il y a presque 10 ans, enfin, il y a 10 ans, et qui retrace toute l'histoire. Il y a aussi le ABC qui est en réimpression, le ABC Cocktail Book, qui est un petit peu la Bible pour beaucoup de barman. Et celui-ci avec plus des photos, plus l'aspect historique. Très bien fait, c'est aux éditions gentil, La Martinière, et qu'on peut trouver encore oui, facilement. Voilà. C'était un best-seller sur Amazon, best-seller bar. Ouais. Parfait. Je crois qu'on a bien découvert l'univers du Harris Bar, super, à mon avis, aussi bien à Paris. Et puis on a envie de reprendre un petit Bloody Mary bientôt, avec un hot dog. Exactement. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci d'être venu en tout cas. C'était un honneur pour nous. Et puis, pour ce bel événement. Merci. À bientôt.